Christian Dupuis, vous êtes analyste. C'est la 3e fois que vous venez au Liban et le FCLL vous considère comme un de ses membres. Lorsque vous êtes venu la première fois pour un débat sur la dépression qui n'existe pas, nous n'étions pas encore un forum, même pas un groupe, mais une collectivité, quelques-uns qui rêvions de psychanalyse et de transmission. Nous vous devons d'avoir allumé en nous une étincelle. Oui, nous pouvons non seulement rêver, mais réaliser nos rêves de devenir membres des forums lacaniens. Merci Christian Dupuis. Aujourd'hui, vous allez nous parler des traumatismes que peut ou pas boucher l'analyste. Peut-on boucher les traumatismes avec les pans de sa blouse? Dites-vous, alors nous vous écoutons. Merci. Donc, peut-on boucher les traumatismes avec les pans de sa blouse? Ça fait bien sûr référence à la blouse qui permet de se situer d'un côté ou de l'autre de la blouse. Donc, la formulation fait référence au mot célèbre de Freud, qui critiquait déjà la philosophie, qui lui-même fait suite à Boès. Et aujourd'hui, la question pourrait se poser ainsi: la psychanalyse est-elle consolation? Mais de quoi s'agit-il d'être consolé? Et d'abord, qu'est-ce que le traumatisme? Un autre mot célèbre, celui de Martin Luther King, la plupart des gens ne connaissent que ce mot-là, d'ailleurs, de Martin Luther King. J'ai fait un rêve, I had a dream. Mais ce mot-là fait lui aussi référence à un autre mot. C'est celui de Ich habe ein Traum, de Heinrich Heine, déjà. Et si pour les rêveurs que nous sommes, l'inouï du traumatisme n'était autre que l'inouï du sujet de la psychanalyse, à savoir que l'homme, qui est né du malentendu, est lui-même malentendu et malentendant. En prenant connaissance de l'intitulé de ce congrès de Beyrouth, l'inouï du traumatisme, il m'est tout de suite apparu subtil et très motivant. Lu comme une question, ce titre évoque le traumatisme comme porteur d'un message caché qui exigerait qu'on l'entende. Un traumatisme d'autant plus féroce que son message ne serait pas ou serait mal entendu, une sorte de fantôme errant, psychiquement, qui ne pourrait pas mourir faute d'avoir pu délivrer son message. Ah, le message arrive. À la réflexion, cependant, cette conception ramènerait le traumatisme au rang d'un symptôme, ce qui doit nous éveiller à la plus grande prudence. Rappelons-nous ce qu'en dit Lacan: lorsqu'on donne du sens à un symptôme, on le renforce. Si l'on prend le traumatisme comme un symptôme, se renforce-t-il à vouloir l'interpréter? Et d'abord, quelle différence donc entre trauma et symptôme? Faisons retour au texte d'origine. Freud, Abraham, Ferenczi. Après Lacan, bien entendu, parce qu'aujourd'hui on les lit après Lacan. Ce qui nous éveille à une autre sensibilité et une autre écoute. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent, ces textes? C'est que s'il y a un inouï du traumatisme, il ne peut s'agir que de la jouissance. Ce que le traumatisé n'entend pas, c'est que de son trauma, il en jouit. Mais cela ne fait pas pour autant avancer la question. Cela déplace simplement l'inouï du traumatisme à la jouissance, car c'est bien notre jouissance qui est, à proprement parler, inouïe. L'étymologie du mot traumatisme, trauma, qui signifie blessure en grec ancien, indique que le latin traumaticus signifie, lui, efficace contre les blessures. Cela ne nous rappelle-t-il pas le paradoxe du mythe de Parsifal, dont la représentation de lundi à l'Opéra Bastille est annulée? J'avais mes places, malheureusement. Où seule l'épée qui a causé la blessure peut également soigner la blessure. Ce qui a été noué par les mots peut seulement, par les mots, être dénoué. Mais contre quelle blessure le trauma serait-il si efficace
si ce n'est contre les blessures de l'inouï, c'est-à-dire de l'inconscient, ce savoir qui ne se sait pas lui-même. Alors, inouï du traumatisme ou traumatisme de l'inouï? Revenons à la dimension historique et au congrès de Budapest de 1918. Le traumatisme, apparemment vécu par les blessés de guerre, conduit Freud, dans un premier temps, à employer le syntagme « névrose traumatique », constituant ainsi un premier malentendu qu'il lève assez vite, en abandonnant la notion même de névrose traumatique jugée trop brouillardeuse pour lui. Puis, dans le déploiement de sa pensée, Freud inverse radicalement sa position du trauma conçu comme un événement extérieur perturbant notre vie psychique, où le problème consiste essentiellement à comprendre comment symboliser, entre guillemets, le traumatisme pour l'intégrer à notre univers de sens, en évacuant son impact traumatique, suite à une série d'observations décisives d'Abraham, de Ferenczi et de lui-même, il passe du primat de l'événement extérieur censé être la cause du trauma à l'état singulier subjectif du sujet lui-même qui y fait face, la cause basculant alors de l'événement extérieur vers le sujet. C'est à partir de l'analyse de l'homme au loup que Freud commence à soupçonner que la sexualité elle-même pourrait être vécue comme un événement traumatique pour le sujet. Son célèbre patient russe, alors âgé de 18 mois, ayant vu ses parents pratiquer le coït a tergo, c'est-à-dire lorsque l'homme pénètre la femme par derrière, Freud remarque qu'au moment même où cette scène a lieu, elle ne comporte rien de traumatisant en soi. Loin de ruiner l'enfant, elle s'inscrit dans sa mémoire comme un événement auquel il n'arrive pas à donner du sens, n'ayant pas à sa disposition le matériel symbolique adéquat. Mais des années plus tard, lorsque l'enfant commence à développer ses théories sexuelles infantiles, en se demandant d'où viennent les enfants, tous les enfants se demandent ça, il tire cette scène de sa mémoire et l'utilise comme une scène traumatique, emblématique pour lui, de l'insondable mystère de la sexualité. Ainsi, la scène a-t-elle été traumatisée a posteriori, élevée au statut d'un traumatisme réel, rétroactivement, afin d'aider l'enfant à faire face à l'impasse de son univers symbolique, c'est-à-dire son incapacité à trouver des réponses satisfaisantes à l'énigme de la sexualité. Oui, mais alors, si nous sommes tous des traumatisés du sexuel, comme ça, quid du PTSD, post-traumatic stress disorder? Qu'est-ce qu'on en fait, du coup? C'est là que les choses se corsent, comme on dit en français. C'est aussi là qu'on se souvient de l'ironie géniale de Freud sur la philosophie, commutée par moi, en introduction, en boucher les traumatismes avec les pans de sa blouse. Car c'est là précisément que la psychanalyse, en tant qu'elle est une clinique du discours et un discours, se dissocie radicalement de tout autre genre de thérapie, comme le rappelle Lacan. La psychothérapie ramène au pire, c'est certain, ce n'est pas la peine de thérapier le psychique. Freud aussi pensait ça, il pensait qu'il ne fallait pas se presser de guérir, il ne s'agit pas ni de suggérer, ni de convaincre. Ornicard, 1977. Ah oui, mais alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais les victimes des meurtres de masse, on leur dit quoi, nous, en attendant? Qu'on ne veut pas les thérapier? Ben merci, Lacan, c'est sympa. Alors, revenons un peu à ce congrès de Budapest de 1918. Remarquez que ça fait tout juste 100 ans aujourd'hui. La Première Guerre mondiale apparaît alors comme une boucherie sans précédent. Signe des temps, pour la première fois, on ne compte plus seulement les dégâts en perte de vie humaine, mais aussi en termes de dégâts psychiques. Et, j'ouvre les guillemets, les chiffres sont effarants, je ferme les guillemets. On commence à en référer de plus en plus à une logique comptable, une tendance qui n'est pas près de s'inverser. Ce qui laisse Freud perplexe, c'est la disparité des réactions observables chez les soldats qui ont vu et subi les mêmes choses au même moment,
Il semble y avoir là une inégalité manifeste face aux intensités traumatiques rencontrées. Pourquoi y en a-t-il qui semblent plutôt bien résister alors que d'autres s'effondrent? N'y aurait-il pas chez certains un préalable qui n'attendait qu'une occasion pour se manifester? Abraham et Ferenczi sont ici décisifs. Ils font état d'observations qui bousculent les préjugés. Je cite: « La maladie survient chez les soldats à la suite d'une commotion soudaine ou de traumatismes répétés plus ou moins importants. La perte de connaissance, non constante, est suivie par un stade de paralysie qui disparaît spontanément au bout d'un certain temps pour céder la place à l'état chronique dès la première tentative de marche ou à l'occasion d'un essai thérapeutique. » Autre citation: « Il est fréquent d'entendre dire que l'état du malade est en voie d'amélioration spontanée lorsqu'on entreprit de traiter leur soi-disant rhumatisme, par exemple, par des bains chauds ou qu'on les envoya en convalescence faire une cure thermale dans une des villes d'eau, où ils faisaient alors une rechute. » Ainsi, non seulement les dits traumatisés ont des réactions disparates, mais encore leur fragilité psychologique s'accroître et les symptômes s'installer durablement dès lors que le trauma, entre guillemets, fait l'objet d'un traitement direct. Pourtant, nous connaissons aussi ce qui, à première vue, pourrait passer pour un contre-exemple. Renata Salek, une psychanalyste slovène, qui fut la première femme de Slavoj Žižek, raconte que pendant la guerre des Balkans, les viols et les violences subies par les femmes ont pu être encaissés, au sens où l'on dit des boxeurs qui encaissent les coups et surmontent leurs souffrances, jusqu'à ce qu'elles deviennent, à proprement parler, insupportables après coup, une fois la guerre finie, conduisant certaines d'entre elles au suicide, du fait qu'il n'y avait personne pour entendre leurs plaintes. Comment comprendre cette contradiction, cette apparente contradiction? Par entendre leurs plaintes, ne faut-il pas traduire tout de suite entendre par enregistrer, au sens juridique du terme, de prendre acte, comme on dit, au sens d'un acte notarié ou d'un acte de justice, autrement dit, une inscription dans le registre du grand autre. Pour le traumatisé, il est donc toujours d'abord question de l'autre avec un grand A. Dans le premier cas, pour les traumatisés de guerre, où le symptôme s'installe durablement par focalisation sur leur traumatisme, avec les CUMP, par exemple, les cellules psychologiques, cellules d'urgence médico-psychologiques, par exemple, qui désormais éclosent comme des champignons à chaque irruption du réel. Le sujet est enjoint de rester traumatisé pour trouver sens et conserver son identité dans le regard de ce grand autre, qui le sursignifie, alors que dans le deuxième cas, le cas de la guerre des Balkans et des femmes violées, le grand autre, au contraire, semble faire défaut, n'étant pas là pour enregistrer dûment la position du sujet, qui est alors aspiré par le hors-sens du réel. N'est-ce pas quelque chose de cet ordre que nous laissent entendre les survivants des camps de concentration, pour qui il n'y avait plus de grand autre, et donc personne sur qui l'on puisse compter pour accuser réception de notre témoignage et le vérifier, ce pourquoi même notre propre survie peut apparaître comme dénuée de sens. Quelle est alors la place du psychanalyste? Certainement pas de se faire passer pour le grand autre de quelqu'un. Car, comme le rappelle Lacan dans l'envers de la psychanalyse, je cite, que toute canaillerie repose sur ceci de vouloir être l'autre, j'entends le grand autre de quelqu'un, là où se dessinent les figures, où son désir sera capté. Il n'empêche que, tout discours étant de l'ordre du semblant, on ne voit pas pourquoi le dernier arrivé, le discours analytique, y échapperait. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel semblant qu'il s'agit dans le discours analytique, puisque c'est bien du petit a que l'analyste est convoqué à ne faire que le semblant.
Un analyste est à sa place lorsque, dans la lignée de Freud, il se souvient que les hystériques souffraient, selon ses propres dires, des réminiscences d'un trauma. Et que la question s'était alors posée à lui de la conjonction d'un facteur strictement externe avec un autre interne. Bref, de la bascule dont j'ai parlé plus haut, du plan de l'événement à celui du sujet. Le trauma en tant qu'externe, autrement dit l'événement, tout simplement, se noue immanquablement à un fantasme qui alimente l'excitation sexuelle du sujet. Nous y voilà. Le sexe, encore le sexe. Ne serions-nous donc nous traumatisés a priori que par le sexe? Mais attention, que pour Freud, le réel du sexe, si le réel du sexe est traumatique, Lacan, lui, le formule à sa manière en déclarant que ce qui est à proprement parler traumatique, c'est qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a pas de rapport sexuel, ça rend compte expressément qu'au plan du langage, il n'y a pas de rapport entre signifiant et signifié, pas plus qu'entre le mot et la chose, ni entre les mots eux-mêmes. Alors, de quoi parle-t-on? Deux mots, précisément. Comme dit Beckett, ce qui se passe, ce sont des mots. Et le plus souvent, les mots qui alimentent et confortent les victimes dans leur position de victime sont ceux qui leur permettent d'échapper à ce qui, de prime abord, leur apparaît comme le plus redoutable, un tenaillant sentiment de culpabilité. Comme dans le viol, par exemple. Si pour Freud, le viol a un impact si traumatique, ce n'est pas tant en raison de la brutalité extrême de l'acte, mais parce que cela touche quelque chose qui est de l'ordre du désaveu chez la victime elle-même. Ce qu'ils, les névrosés, convoitent le plus intensément dans leur fantasme, ils le fuient dès que la réalité le leur offre. La note de Freud laisse entendre qu'au cœur même du fantasme gît quelque chose d'insupportable. Le hiatus hystérique, se plaindre d'avoir été abusé sexuellement et simultanément provoquer l'autre pour le séduire, est constitutif de la subjectivité elle-même. Arrivé à ce point de l'argumentation, bien sûr, il est courant d'entendre des objections outrées. Mais oui, bien sûr, prétendre que les femmes fantasment d'être prises avec une certaine violence, cela revient à dire que les juifs fantasment d'être gazés dans les camps nazis, ou que les Afro-Américains fantasment d'être lynchés par des blancs en costume de Ku Klux Klan. N'importe quoi. Mais n'est-ce pas précisément ce que dit Lacan quand il déclare, je cite, « Le trauma n'est autre que le fantasme ». Reprenons ici la formulation ingénieuse de Daniel Dennett. Le fantasme, par définition, n'est pas objectif, au sens naïf d'existant indépendamment des perceptions du sujet. Cependant, il n'est pas non plus subjectif, au sens où on pourrait le réduire aux intuitions consciemment vécues du sujet. Le fantasme appartient plutôt à cette catégorie bizarre de l'objectivement subjectif. Comment les choses vous paraissent réellement et objectivement, même si elles ne vous paraissent pas comme ça, à vous. Le scandale ontologique de la notion de fantasme réside dans le fait qu'il subvertit l'opposition traditionnelle entre le subjectif et l'objectif. L'expérimentation subjective la plus intime de qui je suis, j'en suis forcément privé. Mon fantasme fondamental, le cadre à travers lequel les choses m'apparaissent, constituant et garantissant le noyau de mon être, je ne peux jamais en faire l'expérience directement. Il est primordialement refoulé. C'est presque devenu un lieu commun aujourd'hui de se dire, pour présenter l'expérience vécue de sa propre subjectivité, peu importe le mécanisme objectif méconnu ou inconnu qui gouverne mes perceptions, mes pensées, mes actes, ce que personne ne peut m'enlever, c'est mon ressenti profond, ce que je vois et ce que je sens maintenant. C'est pourtant ce que fait Lacan, détruisant cette dernière illusion. Pour lui, le sujet du signifiant n'émerge qu'à partir du moment où l'expérience subjective phénoménale de soi-même, autrement dit le fantasme fondamental, devient inaccessible au sujet. Il ne peut plus s'y fier, il n'y croit plus.
Et c'est cette inaccessibilité qui vide le sujet et en fait un sujet barré, S-barré, le sujet du signifiant, le sujet de la psychanalyse. Avec ce sujet barré, le sujet de l'inconscient à proprement parler, nous avons affaire à une notion qui subvertit totalement l'idée que l'on se fait le plus souvent du sujet grammatical, comme par exemple le sujet de la philosophie, le sujet de la connaissance. Je vous renvoie à l'herméneutique du sujet de Michel Foucault, qui a fait le tour de la question, qui, ce sujet-là, n'est pas le sujet de la psychanalyse. Lui, il est doté d'états intérieurs, d'une psychologie. C'est un sujet plein qui s'expérimente phénoménologiquement lui-même, etc. Comme Foucault lui-même, qui avait ses rites sexuels. Il pensait à ça très souvent, y compris lorsqu'il donnait ses cours au Collège de France. Bref, un sujet qui n'est pas du tout assimilable au sujet du signifiant, qui, lui, est non phénoménal, vide, toujours représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui ne le représente pas, et qui n'a nul accès au phénomène en tant que tel. Pardon ? Voilà ce que traduit la formule du fantasme chez Lacan, S barré, poinçon petit a, et qui peut se lire, le sujet barré de la psychanalyse est incommensurable avec l'objet, petit a, car ils occupent chacun le recto et le verso de la même bande de Möbius. Rien n'est plus inconscient que la manière dont le sujet se rapporte lui-même à ses attitudes conscientes. L'une des évocations du traumatisme pourrait être qu'il rend a posteriori impossible les conditions narratives qui lui préexistaient, l'irruption brutale du réel ayant déchiré le déroulé de l'histoire personnelle. Le récit linéaire tout entier semble avoir été englouti dans le néant du non-sens. Cette approche permet de rendre compte de l'articulation fondamentale du fantasme au réel. Contre certaines idées reçues, dans notre société à tendance pornographique, la société de consommation digitalisée, il nous faut affirmer ici que le fantasme, au sens psychanalytique du terme, ne doit jamais chuter dans la réalité. Car le fantasme prend essentiellement la forme d'un récit ayant fonction d'obstruer la béance du réel. Le fantasme devenu réalité a donc un nom, cauchemar. Si d'aucuns attirent l'attention sur le lieu commun que les femmes fantasment parfois d'être malmenées, voire forcées, la réaction politiquement correcte est qu'il ne vaut mieux pas en parler sous peine de s'exposer aux bêtises selon lesquelles, quand une femme est violée, elle l'a bien mérité, et elle n'est pas assez honnête pour l'admettre. Contre cette abjection, il faudrait affirmer le fait qu'une femme ait le fantasme d'être violée, non seulement ne légitime jamais son viol dans la réalité, mais que le viol touche au fantasme de sa victime ne rend pas l'acte plus acceptable, il le rend l'acte encore plus violent. Pourquoi ? Précisément à cause de l'écart nécessaire qui sépare les identifications imaginaires et symboliques du sujet, du noyau fantasmatique de son être. Il n'est jamais possible pour moi d'assumer pleinement, d'intégrer dans mon univers symbolique le noyau fantasmatique de mon être. Ce qui se passe quand je m'approche trop de ce noyau, c'est ce que Lacan a appelé aphanasis du sujet. Le sujet perd sa consistance symbolique. L'actualisation forcée, extorquée de ce noyau fantasmatique, son imposition de l'extérieur, entraîne peut-être la violence la plus humiliante, celle qui mène à la désintégration de l'identité symbolique. Lorsqu'une femme fantasme d'être violée, elle est en position de sujet. Lorsqu'elle est effectivement violée, elle aurait été ravalée au rang d'objet. Voilà donc le traumatisme réel, le traumatisme du sexe repéré par Freud et reformulé par Lacan en « il n'y a pas de rapport sexuel ». Il n'y a jamais deux sujets simultanément en présence, mais toujours un objet d'un côté et un sujet de l'autre côté de la bande de Möbius. Notez que cette idée, reprise par Lacan, fait écho au passage le plus saisissant de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, la dialectique du maître et de l'esclave, où une conscience de soi ne devient vraiment conscience de soi, le passage de la certitude à la vérité, que dans l'impossible confrontation avec une autre conscience de soi. Comment sortir de cette impasse ? C'est justement le cheminement que propose l'analyse.
Je vous ai parlé plus haut du statut de la victime qui permettait de se soustraire à la morsure de la culpabilité. Soit je suis une victime, ce qui veut dire que j'ai eu affaire à l'autre méchant, soit je suis coupable. Pour le psychanalyste, que le sujet soit toujours divisé, cela signifie qu'il ne peut pas être coupable. Il ne faut pas confondre culpabilité et sentiment de culpabilité, puisque sa coupure est toujours faite d'être déjà responsable, autrement dit, susceptible de répondre de sa position de sujet. Être responsable, ça ne veut pas dire du tout prendre sur soi sa culpabilité. Pour que le sujet responsable puisse advenir à lui-même, il aura dû vaincre l'hypothèse que les mauvais coups du sort ne sont pas le résultat de la malchance ou de la malveillance de l'autre, petit autre ou grand autre. L'inconscient, c'est un savoir sans sujet. Ce qui arrive au sujet résulte massivement d'un automatisme de répétition insensé, acéphale, venant du point précis où le sujet refuse de savoir, ne veut rien en savoir. Livré qu'il est à la passion de l'ignorance, ça ne sait rien et ça jouit, comme dit Lacan. Nul n'échappe à cette passion de l'ignorance, raison pour laquelle, dans l'enseignement de Lacan, l'ignorance est l'une des trois passions du par-l'être avec l'amour et la haine. La responsabilité est ce qui a un effet libératoire sur le sujet. Quelle est ta part dans le désordre dont tu te plains, demande Freud. Et Kafka d'écrire « Dans ton combat entre toi et le monde, soutiens le monde ». Pour illustrer cette impasse entre victimisation et culpabilité, que seule permet de dépasser la notion de responsabilité, nous pouvons faire un petit détour par la correspondance de Lacan avec Sœur Marie de la Trinité. Mais on me dit que je suis trop long, donc... Alors, est-ce que je vous parle de Lacan et de Sœur Marie de la Trinité, ou est-ce que vous voulez que je concluse maintenant ? De conclure. Alors, en conclusion, je dirais que ce texte qui n'est pas terminé, mais que vous pourrez lire, vraisemblablement, à la fin, donc c'est là où on propose une définition, parce que dans définition, il y a déjà fin dedans. C'est que le trauma, c'est une cause qui ne préexiste pas à ses propres effets. Parce que le réel ne préexiste pas à lui-même. Et le réel ne correspond pas non plus à lui-même. Voilà. Merci Christian. La psychanalyse est-elle consolation? La question reste ouverte. L'inouï du traumatisme n'est autre que l'inouï du sujet de la psychanalyse, à savoir que l'homme n'est mal entendu, deux mots, et mal entendu, un mot, et parfois mal entendant, sourd à ce qu'il ne veut pas, sourd aux voix du signifiant.